toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mickaël, mon chéri, dans cette vidéo où on vous parle de nos 10 dernières découvertes jeux de société. Qu'est-ce qu'on en a pensé finalement? Est-ce qu'on a joué qu'à du bon? Je ne pense pas. Hein. Il y a un petit peu de tout. Hein. Donc là, on a 10 jeux devant nous et on va chacun à son tour venir en prendre un pour vous l'expliquer et vous donner notre avis. Hein. C'est surtout ça l'intérêt du format, hein. C'est qu'on vous donne nos avis sur nos 10 dernières découvertes jeux de société. Et je propose que tu commences. Oh, les âmes d'abord? Oui. Je vais commencer par un jeu que j'aime bien. Vas-y. Je vais prendre Cachamot. D'accord. Je le mets là, voilà. C'est parce que c'est super facile à jouer. Je pense qu'en fait on a fait quelques parties hein, déjà avec des gens voilà, de divers horizons et à chaque fois c'était une grosse réussite. On va nous imposer un mot que l'on va donc sélectionner et on va l'écrire sur une belle petite plaquette. Oui. Donc cette plaquette est divisée en 3 étages. Le premier étage en fait c'est juste le mot imposé. Le mot imposé, donc on va l'écrire simplement. Et ensuite sur le deuxième étage on va mettre on va nous penser à un mot qui est inspiré par le mot de la carte. Ouais, et ça tu le fais secrètement. Et ça on le fait secrètement, on écrit la première lettre et la seconde lettre. Du mot. Simplement. Les gens donc autour de la table vont devoir, à partir du mot imposé par la carte, vont devoir deviner le deuxième mot. Mais c'est pas tout. Avec ce deuxième mot, il y a un troisième mot sur le troisième étage. Ce troisième mot, eh bien, on va écrire la première lettre. Ouais. Et ce troisième mot provient du deuxième mot. Et donc, le troisième mot n'a pas forcément un rapport avec le premier mot. Et le but du jeu, c'est de trouver le troisième mot. Le deuxième mot, il faut bien sûr le trouver pour trouver le troisième, mais il ne faut pas le dire tout haut, puisqu'alors on donne des indices aux autres joueurs. Le deuxième mot qui trouve potentiellement le troisième mot. Donc il y a ce jeu de je trouve, je garde. Ouais, c'est un espèce de ricochet en fait. Tu ricoches, le deuxième est inspiré du premier, le troisième est inspiré du deuxième. Ça se joue en 2 manches. Yes. Et en fait on a tout intérêt à ce que les joueurs devinent pendant la seconde manche. Ce qui va changer c'est que on va mettre la deuxième lettre du troisième mot, ce qui va donner un indice en plus aux autres. Et nous on a tout intérêt à ce que les autres trouvent pendant la deuxième manche parce que comme ça nous donne aussi un point. Exactement. Que si les joueurs trouvent lors du premier tour, et bien alors c'est le joueur qui trouve qui va avoir un point, mais le joueur qui fait deviner ne gagne rien. Yes. Donc c'est ça qu'il faut bien doser entre il faut quand même que les gens trouvent. Faut pas que ce soit bateau, mais sans mauvais jeu de mots. Oui, hein, t'es belle, non? Non. Okay. Mais en fait, ce qui est trop cool, c'est que ce jeu, pourquoi est-ce qu'on y a joué si souvent? C'est parce que il est hyper facilement transportable. Donc moi, je vire même la boîte, je mets, tu prends le paquet, je prends une partie des cartes, je prends la plaquette, je prends le sablier et je prends le feutre et hop, c'est bon, ça glisse facilement dans le sac. Et puis c'est vraiment un jeu d'apéro. Hein. Ouais, limite pour se chauffer les ménages avant de jouer à un autre jeu, c'est parfait ça. Mais on y a joué aussi même au resto en attendant en buvant un verre, en attendant que les plats arrivent. Voilà, c'est super chouette. Super bien, ouais. Très chouette jeu. Je pense que je vais aller vers un des derniers jeux auxquels on a joué. Un des jeux auxquels on a joué hier. Hier. Ce jeu, c'est Builders of Sylvandale. Pour moi, ça a été un petit peu des montagnes russes émotionnelles, ce jeu. C'est-à-dire que quand j'ai vu l'éditeur, Ares Game, et quand j'ai vu à quoi allait ressembler le plateau, je me suis dit, c'est cool, ça me donne envie d'y jouer. Je trouve que la couverture aussi est joli. Très... C'est mignon, hein, on dirait un chocobo. Un chocobo, c'est quoi? Voilà, donc elle ne sait pas ce que c'est. Donc pour les puristes qui suivent Dis on joue, est-ce que ce petit personnage ici est un chocobo? Ok, moi je sais pas c'est quoi un chocobo, mais vous me direz. Voilà. Donc je trouvais que déjà la boîte elle était super attractive. Voilà. Et puis j'ai lu les règles et en lisant les règles je me suis dit je sais pas si ça va être si bien que ça ce jeu, ça me semble un petit peu bateau. Et puis on y a joué hier et c'est vrai qu'en y jouant, eh bien moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à y jouer. En fait c'est un jeu dans lequel on va venir construire des arbres et donc déjà il y a ce truc cool de voir le plateau qui va s'élever en fait au fur et à mesure de la partie. Il va y avoir une élévation, il va y avoir du niveau. La façon dont on va jouer est très simple, c'est à dire qu'on va aller poser des tuiles sur le plateau et ce qui va déterminer où on
peut poser la tuile, c'est la carte qu'on va jouer. La carte en fait doit avoir un symbole bâtiment qui doit matcher là où on veut aller poser notre tuile, où on va aller construire l'arbre en fait, parce que les tuiles, vous venez les empiler. Ouais, c'est pas empiler, non, vous allez venir les emboîter, voilà. Oh, imbriquer, emboîter, c'est ça. Jouer, quel est le meilleur mot pour définir ce jeu? Et il y a tout un aspect stratégique en fait, quand vous allez choisir là où vous allez poser votre tuile, parce que si vous avez le plus de tuiles de votre couleur dans l'arbre, vous allez avoir du prestige, ce qui va vous faire gagner des points. Mais aussi, une fois que vous allez construire un bâtiment et qu'il y a déjà plusieurs tuiles de ce bâtiment dans l'arbre, vous allez aussi pouvoir mettre un petit fanion à vous. Ce qui va vous faire gagner des points. Et il y a aussi une notion de majorité en fait, parce qu'il y a différentes zones dans le jeu et on va essayer d'avoir le plus d'arbres en fait à nous, donc le plus d'arbres dans lequel on a du prestige dans la zone. Donc il y a plein d'aspects stratégiques, mais en même temps on n'aura pas toujours les bonnes cartes pour aller placer les tuiles. La tuile qu'on place, comme elle est au hasard, parce qu'on ne choisit pas les tuiles, en fait c'est dans une pile de tuiles, parfois en fait on va devoir, on n'a pas le choix, on va devoir rebondir en fait sur ce qu'on a. Diversifier son jeu, on peut pas foncer sur simplement le même arbre, on n'a pas le choix de diversifier son jeu, le placer là, puis là, puis là. Ça donne vraiment à la fin du jeu un aspect très cool en fait, à ce plateau en fait, avec il y a des arbres de différentes hauteurs, des petits ponts qui les relient. Je pense que à 3 c'est bien, à 2 je pense que c'est vraiment pas la configuration idéale, mais quand il y a de la majorité, de toute façon à 2 c'est rarement en fait. 3-4 c'est bien. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Pas mitigé, je pense que c'est plus positif que négatif, mais c'est moins mon style de jeu que toi, je pense. Ah oui, t'aimes pas les jeux de majorité, de contrôle, de territoire, etc. C'est moins ton truc? Ça m'a un peu échappé dans... J'aime bien le style, j'aime bien les tuiles, enfin le matos c'est bien fait, hein. Là c'est très joli, mais le fond du jeu est moins... c'est moins ton truc. Ok. Mais après, autrement, c'est joli. Mais c'est facile. C'est ça, c'est un jeu qui reste familial. Familial initié, familial plus, on va dire familial plus. Mais voilà, c'est très simple, ça se prend très facilement en main. Malgré la simplicité, moi j'ai trouvé de l'intérêt en fait dans la stratégie. J'ai trouvé que il y avait. C'était intéressant. Et donc au début j'étais emballée. J'étais beaucoup moins emballée à la lecture des règles et puis en y jouant, franchement j'ai trouvé beaucoup de plaisir à y jouer. Je pense que j'ai le seum parce que je pense que je gagnerai jamais ce jeu en fait. Tu veux dire que je serais toujours beaucoup trop forte pour toi? Ouais, c'est ça. Okay. Écoute, simple efficace, hein. On va se la jouer Frodon Saké et Sam Gamgee. Hein. J'ai trop kiffé ce jeu, la communauté de l'anneau. Le jeu de pli coopératif, en fait c'est bien, c'est pas bête de le dire parce que c'est pour une fois c'est un jeu de pli mais qui est coopératif. Oui, c'est vrai que ça court pas les rues. Et graphiquement il y a un petit côté vitrail, un petit côté, enfin le style graphique est chouette. C'est pas commun. Donc moi qui suis encore une fois graphiste, j'ai cette fibre qui me colle à la peau. C'est-à-dire que je regarde... Enfin, un jeu va me plaire d'abord s'il est beau. Et après, je peux être déçu. Ici, il est beau et je suis pas déçu. C'est un beau jeu d'ambiance. On va incarner chacun un personnage. Il y a évidemment Frodon, Gandalf. Et chaque personnage a un objectif en particulier. Chaque personnage a son objectif, qui est donc bien décrit sur la carte. Hein. Sachant que Frodon est imposé parce qu'en fait, on va se distribuer des cartes. Et celui qui aura l'anneau numéro 1, l'anneau unique, va incarner Frodon par définition. C'est ça, et après on va aller faire le tour des joueurs, et chacun va aller choisir son personnage en fonction des cartes qu'il a en main, parce que les cartes on les voit, et il y a des objectifs qui vont vous dire vous ne devez remporter strictement que 1 ou 2 plis. Et donc là, si vous avez beaucoup de grosses valeurs en fait dans vos cartes, vous n'allez pas aller choisir cette carte-là, parce que potentiellement vous allez remplir plus de plis que 2. Voilà. Et comme c'est coopératif, on doit quand même penser aux autres finalement. Oui, mais on sait pas ce qu'ils ont comme jeu au début, donc on va d'abord jouer selfish, prendre le personnage qui ressemble à notre jeu. C'est évolutif, donc il va y avoir différents scénarios. Il y a 18 scénarios dans le jeu. Le truc c'est que moi j'aime bien
mais c'est The Crew version Le Seigneur des Anneaux. Hein. Donc ne vous attendez pas à plus que ça. Si vous avez déjà joué à The Crew, vous risquez peut-être d'être déçu en vous disant bah, c'est un jeu qui est quand même très très similaire. Est-ce que c'est aussi bien que The Crew? Je peux pas répondre encore à cette question parce qu'on a fait que 2 ou 3 des scénarios sur les 18. Donc on est qu'au début. Et puis j'adore en fait cette thématique Le Seigneur des Anneaux. Ça parle de la thématique. C'est sûr que la thématique de l'espace, ça parle à moins de gens d'office. Ouais, non mais j'aurais pu préférer The Crew, mais le style et le sujet ici l'emportent. Perso. Là, je vais parler d'un jeu dont on m'a beaucoup demandé de retour sur Instagram. Ce jeu, c'est la version duel de Azul. C'est donc la version 2 joueurs exclusivement d'Azul. Il y a quand même quelques modifications par rapport à Azul, c'est-à-dire que vous allez avoir un petit peu plus d'action à votre disposition. Donc en plus de pouvoir aller prendre des jetons, vous allez pouvoir construire votre plateau au fur et à mesure. Le plateau est complètement vide, il n'y a pas de couleur dessus, et vous allez aller chercher des tuiles pour venir les mettre sur votre plateau et venir au fur et à mesure de la partie construire votre plateau. Un autre petit changement notoire, c'est que quand on va aller prendre des jetons, les jetons qu'on va laisser en fait vont introduire une petite stratégie puisque vous allez les empiler et vous allez les empiler dans l'ordre de votre choix. Voilà, donc on peut handicaper c'est ça, potentiellement, ou s'avantager nous. Et s'avantager nous par la suite. Ouais. C'est ça. Et il y a aussi des objectifs qu'on va choisir au hasard en début de partie. Moi j'étais super emballée par le fait qu'on puisse aller construire son plateau. Je trouvais que c'était cool et que ça rajoutait un beau casse-tête en fait par rapport à la version de base d'Azul. Mais après, Yoel de First Player m'a dit que dans la version standard de Azul, quand tu retournais le plateau, il y avait une phase grise et ça, en fait, ça te permet d'aller mettre les couleurs un petit peu où tu veux dans la ligne. Tu n'as plus les couleurs qui sont imposées. La seule restriction que tu as, c'est que tu es obligé de mettre une couleur par ligne. Mais donc tu construis aussi un peu ton plateau comme tu veux. Donc j'étais super emballée avec cette version d'Azul. Le fait de savoir que dans la version standard, il y avait la possibilité de faire ça. Pratiquement mieux. Ça a calmé mon excitation pour ce jeu. Clairement, j'ai un peu revu en fait mon avis dessus. Ça reste, je pense, plutôt intéressant, mais c'est plus aussi révolutionnaire que ce que je pensais en fait à la aux premières parties de ce jeu. Dis-moi de quoi tu as envie de nous parler maintenant. Yes, c'est à moi là. Je peux? Oui, vas-y. Yes, j'introduis Bricolage Aid avec une cover incroyable. Alors en fait, on aime ou pas, je veux dire, ça passe ou ça casse graphiquement, parce que le jeu est très bon. Mais dans tous les cas, ça interpelle. Vous voyez pas des covers comme ça souvent. C'est japonais et ça se voit. Nous sommes des artistes. Il y a un très joli plateau qui est divisé en zones. C'est ça. Il y a le parking, le cinéma, l'école, voilà, plein de choses comme ça. On va venir construire des sculptures qu'on appelle des kikai. Des kikai, voilà. Et qui sont composées en fait de 3 parties. Voilà, le pied, le corps et la tête. C'est ça. Et tu vas venir les construire. Et donc là aussi, en fait, vous allez avoir votre zone de jeu qui va prendre de la hauteur au fur et à mesure que vous allez venir construire en fait vos sculptures. Comment on va jouer? Eh bien, on va avoir des cartes en main. Les cartes correspondent aux zones d'action qu'il y a sur le plateau. C'est ça. Et en fait, tu vas devoir jouer une carte de la zone sur laquelle tu vas jouer. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux venir justement construire ton œuvre, ta sculpture, ton kikai. Être un artiste, c'est bien, mais c'est bien quand il y a des gens qui viennent. C'est ça, ils viennent voir. Et donc, pour ça, en fait, on va devoir attirer des fans jusqu'à nos sculptures. Les fans sont des petits meeples, de couleurs. Et on doit faire de la publicité. Oui. Et bien sûr, voilà, pour qu'il y ait des fans qui viennent, il faut qu'ils aient entendu parler en fait de nos sculptures. Et en fait, quand vous voyez le plateau central, il y a effectivement plein de meeples, plein de fans sur le centre du plateau. Et vous allez devoir créer des petits chemins avec des cubes pour les acheminer. C'est ça. Et ça, c'est la publicité en fait. C'est bien représenté au final. Oui. C'est un jeu 2 joueurs exclusivement. C'est un gros jeu pour 2 joueurs. C'est un gros jeu pour 2 joueurs. C'est un jeu expert, clairement. C'est pas un expert super compliqué. Ça reste un expert léger, mais c'est quand même, on n'est pas sur un jeu familial. On l'a joué en 2 fois.
Oui, parce que toi, tu cales. Très lent. Oui, c'est vrai. Et puis, t'as, on va dire, ton niveau de patience, en fait, qui arrive... Ça avait mal commencé, hein. Au début, j'avais une appréhension du jeu. Où mais je me suis tu dit, tirais de ses têtes. Ouais, je dis, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Mais qu'est-ce que c'est que ça, ton mais truc? Je m'étais dit que jamais on finirait la partie. Et finalement... Je m'étais dit que jamais j'aimerais. Et finalement, pur délice. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au début du jeu, c'est hyper frustrant. Ouais. Parce que en fait on est très limité dans ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que pour construire il faut de l'énergie mais on n'en a pas beaucoup. Voilà. Pour aller faire de la publicité il faut de l'énergie aussi mais on n'en a pas beaucoup. C'est vrai que tu es aussi limité parce que t'as que 2 cartes en main et quand tu veux aller construire ton Kikai, il y a un endroit où tu veux acheminer des fans, t'as pas forcément la carte qu'il faut en fait pour la zone d'action. Donc en fait tu dois toujours rebondir, tu dois toujours repenser ta stratégie aussi par rapport à ce que fait l'autre parce que c'est un jeu dans lequel il y a énormément d'interactions. Il va falloir vraiment bien analyser ce que fait l'autre pour en tirer profit et ne pas le laisser gagner et tirer un petit peu profit de ce qu'il est en train de faire. Ben oui, je peux faire en sorte que tu empruntes mon chemin de fan et comme ça en fait tu me donnes de la visibilité, finalement je gagne des points grâce à toi par exemple. Et aussi ce qu'il faut mentionner c'est qu'il y a 2 façons de gagner dans le jeu. Tout à fait, oui. Alors la deuxième, on était loin. Ah oui, on était loin. Mais la première, c'est la version classique, donc c'est-à-dire avoir un maximum de points. La deuxième, c'est de vider des places en fait du milieu du plateau de tous leurs fans, donc de tous les meeples. À ce moment-là, on pourra mettre un petit jeton cylindrique à nous. Quand on a mis tous nos jetons cylindriques au centre du plateau, à ce moment-là, on remporte immédiatement la victoire, peu importe le nombre de points qu'on a. Ça introduit en fait plus de rejouabilité, une certaine stratégie aussi, et on va aussi surveiller son adversaire par rapport à ça, à ce qu'il est en train de faire. Ouais, c'était cool. C'est super bien. Moi, il faisait partie de mon top du mois de janvier, donc forcément, c'est un jeu que j'aime énormément. C'est un super jeu stratégique à 2 joueurs, et il arrive en français cette année. Malheureusement, ils n'auront, je pense, pas les droits, d'après ce que j'ai compris, pour les illustrations. Donc les illustrations vont être complètement modifiées. Ouais, ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Restez japonisant. On verra ce qu'ils vont faire avec ça. Donc là, c'est vrai qu'on vous a parlé de beaucoup de jeux qui nous avaient emballés, qu'on avait beaucoup aimé, mais il n'y a pas que des jeux auxquels on a bien aimé jouer. Et il y a pour moi une déception parmi ces 10 jeux. C'est le jeu qui est ici, le jeu de deck building Mistborn. Alors Mistborn, si vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo, il était dans mes attentes de l'année dernière. Il est sorti, alors je sais pas s'il est sorti fin de l'année dernière en VO ou début de cette année, peu importe, j'y ai joué en ce début d'année et je dois dire que ça a été une grosse déception. Bon, Mistborn déjà, qu'est-ce que c'est? C'est tiré en fait d'une saga littéraire, Les Fils des Brumes, Mistborn en anglais. Et c'est une saga qui est hyper populaire. Moi je me suis mise à lire la saga et je suis hyper emballée, j'adore la plume de l'auteur. Je trouve qu'il y a des idées en fait dans ce roman fantasy qui sont super bonnes et qui changent aussi en fait de ce qu'on a l'habitude de voir dans la fantasy. Il faut savoir que moi j'adore la fantasy, je suis vraiment fan de ça. Je lis un peu de tout mais la fantasy ça reste mon genre préféré. Donc j'avais beaucoup d'attentes pour ce jeu de deck building, non seulement à cause de son thème mais aussi parce que c'est du deck building et c'est une mécanique que j'aime beaucoup et que toi tu aimes beaucoup aussi. Mais en fait on a trouvé que le jeu était finalement assez plat quoi. Assez plat, assez fade. J'ai pas lu les livres donc j'ai même pas la référence et la comparaison, mais je trouve que c'est juste plat par rapport à certains deck building qu'on a. C'est dommage parce qu'il y avait des bonnes idées, c'est-à-dire qu'on a chacun un plateau personnel avec les différents types de métaux, parce que les Fils des Brumes ce sont des personnages qui ont des pouvoirs et qui doivent brûler du métal pour activer certains pouvoirs. Donc chaque métal correspond à une capacité en particulier et pour activer nos cartes on va devoir brûler du métal. Sauf qu'en début de partie on est limité dans le nombre de métaux qu'on peut brûler. Mais moi ce qui m'a beaucoup dérangé c'est qu'il y a quand même à chaque fois dans les limites que nous impose le jeu, il y a des façons de contourner ces limites et moi c'est quelque chose qui me plaît pas en fait. J'aime bien avoir un cadre, j'aime bien chercher la stratégie en fait justement dans le fait que le jeu nous impose des limites et le fait que ce soit trop permissif c'est pas quelque chose qui me plaît
Et le jeu, de manière générale, c'est vrai, est tombé. Enfin, ça tombait assez plat. Hein. Il n'y avait pas le truc genre où il n'y avait pas de twist, il n'y avait pas de. C'est ça. Bah si, il y a cette histoire de métaux, mais le problème c'est que tu peux. Mais c'est pas exploité alors à son. Non, je crois pas. Tu vois. Donc je trouvais ça même linéaire dans un truc de deck building quoi. Pourtant deck building, on aime beaucoup, pour moi le deck building t'es nul sur une main et je sais pas 2 rounds plus tard t'as un putain de game parce que t'as bien joué, tu vois ce que je veux dire. Ici c'est pas possible. Bah voilà, donc ça nous a plu ni à l'un ni à l'autre et au final c'était... c'est pas que c'est détestable hein, mais c'est juste qu'on a des jeux de deck building. Mais c'est pas détestable mais c'est sans intérêt en fait. Il est assez fade, ouais je suis d'accord. Bon allez, je vais la jouer comme ça parce que je suis un gros geek. Au final, ça c'est la dernière découverte officielle. Aujourd'hui, on vous parle. C'est l'extension Hitster, donc des soundtracks de films et de séries télé. Ouais. C'était évident pour moi qu'à partir de Hitster simple, l'original, tu peux faire 1500 extensions différentes, je pense, en allant dans les trucs même les plus niches, tu vas trouver un public. Donc là, c'est très général, hein, c'est vaste, soundtrack de films et de séries télé, c'est juste génial parce que je pense que ça va parler à tout le monde. Nous, hier, par contre, on a joué que à ça. On l'a pas mélangé à l'Hitster original parce que c'était un peu ça le principe, tu disais. Qu'est-ce qu'on peut dire à part que c'est une tuerie, quoi, une dinguerie. Génial. Et que ça va te créer cette frustration parce que tu te dis mais merde, j'ai entendu ce truc là mais 1000 fois et en fait c'est peut-être le générique de fin de ton film préféré, Forrest Gump, notamment Forrest Gump que je regarde une fois par semaine et j'ai pas eu, je l'ai là mais pourtant tu le sentais, tu savais que c'était quelque chose que tu avais déjà entendu. Oui, bah voilà. Je serais bien du coup parce que ça génère beaucoup d'émotions en fait, ce genre de jeu. Hitster, il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui connaissent, mais si jamais vous ne connaissez pas, c'est un jeu dans lequel l'équipe adverse va venir scanner un QR code et en fonction de la musique qu'on entend, on va devoir la replacer en fait sur une ligne du temps. Donc par rapport aux cartes qu'on a déjà où se situe la musique qu'on entend. Voilà. Et le premier qui aligne 10 cartes remporte, la première équipe ou la première personne si vous jouez pas en équipe remporte la partie. Ça c'est fun. Mais moi je l'ai trouvé super cette extension, franchement si vous aimez Hitster, cette extension elle est super cool. Alors vous le voyez, c'est écrit en néerlandais mais c'est pas grave, le jeu n'est disponible qu'en version néerlandaise pour le moment, mais les titres que vous entendez sont bien en anglais. Et le seul truc c'est que il n'y a pas énormément de cartes, hein. En une partie on a fait la moitié des cartes, ce qui veut dire que ça va aller très vite. La rejouabilité va pas être violente. Ils peuvent en refaire une big box s'ils veulent, hein. Écriveur, hein, je sais pas, sans moi fait quelque donner chose. d'idée, hein. Je vais parler maintenant de Stone Spine Architect. Alors, déjà la thématique du jeu, même si la boîte est pas très... elle donne pas trop envie la boîte, c'est vrai. Ne vous fiez pas à ça du tout. Mais la thématique du jeu, elle est très très cool puisque on va construire en fait notre donjon. On est des architectes et on va venir construire notre donjon au fur et à mesure de la partie. Donc on va essayer bien sûr que les chemins soient reliés entre eux. On va aller mettre des pièges, on va aller mettre des monstres et c'est très classique hein, dans la mécanique. On connaît draft pause, draft pause, draft pause. On fait ça pendant 4 manches et puis la partie prend fin. Quand la phase de draft est terminée, on a une phase d'achat. C'est toujours celui qui a le plus d'or qui va pouvoir acheter en fait des petits éléments qu'on va venir mettre sur notre plateau. C'est ça, pour dont le custom. Les passages secrets qui sont très convoités. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup et tout le monde les veut. C'est ça. Mais il y a aussi un intérêt à ne pas trop acheter parce que le premier qui va arrêter sa phase d'achat et qui va passer va pouvoir aller chercher un objectif privé, personnel. Et donc parfois on a intérêt à passer, même à ne pas acheter pour aller chercher un objectif parce qu'on le veut vraiment et on ne veut pas qu'il aille entre les mains de quelqu'un d'autre. Il y a plein de façons de scorer. Il y a non seulement le respect du plan d'architecte qu'on a, les objectifs personnels qu'on va aller chercher, l'objectif commun, le fait de tracer un chemin qui soit relié à l'entrée. Aussi simple que ce soit. Hein. Il faut juste qu'on ait un labyrinthe, que dans son labyrinthe, on rejoigne la sortie à l'entrée. C'est ça. T'es pas obligé. Non, c'est pas si simple. En fait, ce sera pas si simple parce que déjà on est plusieurs à table, donc on va forcément
forcément nous piquer les piles qu'on convoite, etc. Les cartes, oui. On va prendre les cartes que les autres convoitent, donc on va un peu s'emmerder comme ça les uns les autres. Et au fur et à mesure, notre plan très simple de se dire je fais ça et j'y vais jusque là. C'est pas toujours évident. Hein. Plus possible. Il y a beaucoup de bonnes idées, sans que ce soit révolutionnaire, mais c'est un jeu qui fonctionne du tonnerre. Moi j'adore. En plus, c'est du simultané, donc ça peut se jouer jusque 5 joueurs, que vous soyez 2 ou 5. Ça va se jouer en 45 finalement, minutes. ça se joue super bien. Et il y a 2 joueurs, il y a du contre-draft. Donc c'est-à-dire que vous choisissez une carte et vous en enlevez une pour que quand vous repassez le paquet à votre voisin, il n'y ait pas une carte en fait. Super jeu avec des lapins. Ouais, c'est ça. Mais le contre-draft, moi j'adore. C'est tellement. C'est délicieusement méchant. Mais dites-vous que si vous n'en avez pas entendu parler, c'est pas parce qu'il est moyen ou pas bon, c'est simplement qu'au niveau de la sortie, effectivement, il n'est pas sorti au meilleur des moments. Mais c'est un super jeu, on y a joué beaucoup de fois et moi je sais que j'aurai encore plaisir à y jouer et à Roger. Ouais, exactement. Je vais jouer, c'est clair. Alors moi je vais vous parler de un des derniers jeux auxquels on a joué également avant Hitster. Un jeu à 2 joueurs, un petit jeu, on pourrait dire sympa comme tout, mais qui m'a un petit peu laissé perplexe. C'est plus ou moins la reconstitution d'une pièce de théâtre chinoise, je vais dire plutôt. Ah ok, j'aurais dit japonais moi. Le roi singe, c'est chinois. Ah ok, un film avec Jet Li, on en apprend des choses, dis donc. Et bien du coup, donc, vous avez ce petit plateau avec finalement une scène divisée en 3 zones de couleurs différentes. Chaque zone comporte des petits emplacements sur lesquels on va pouvoir mettre des petits singes. Tu peux placer un singe sur une des 3 zones, ou tu peux aller récupérer tous les singes d'une zone qui ont été placés précédemment par toi ou quelqu'un d'autre. Et quand tu places ton singe dans une des 3 zones, tu récoltes ce que la zone te donne. Soit une carte, soit tu peux déplacer le roi singe qui se déplace de zone et avoir une pêche, soit avoir 2 singes une jade et 2 singes. On a une carte tuile qui te donne un pouvoir. Une tuile personnelle qui nous donne un pouvoir donc différent l'un des autres, et en fonction de ce pouvoir là, on va aussi faire notre jeu. On va ça c'est une petite stratégie, on va dire, qui est cool. Les cartes, je trouve qu'elles sont pas très elles sont assez fades, les cartes de mission, les pouvoirs des cartes qu'on retourne sont pas si exceptionnels que ça. Je trouve pas ça très avantageux parfois, bof. Tu vois, quelques façons de scorer qui sont simples, qui sont écrites noir sur blanc au début du jeu, et en aucun cas il y a une surprise à la fin, je trouve. On a fini le jeu, même si j'étais littéralement écrasé, j'étais pas vraiment fier. Je veux dire, j'avais ramassé tous mes singes, j'ai pris plein de pêches et je savais que j'allais transformer tous mes singes en points, et qu'en fait j'allais avoir plein de points. Oui. Est-ce que t'as pas eu l'impression de faire toujours la même chose pendant... C'est ça, du coup. Le côté linéaire, c'est que à chaque jeu, à chaque round, je faisais presque la même chose. Tantôt je mettais un singe, tantôt je prenais les singes, et en fait c'est tout. Donc voilà. Je sais. Il y a un manque de saveur. Comme tu dis, il y a des cartes que tu peux jouer avant de faire son action, mais c'est vrai qu'il n'y avait rien de très très excitant dans les pouvoirs des cartes non plus. Donc, ça... on peut rester indifférent de ces cartes-là, c'est pas grave. Je pense que le jeu de manière générale nous a laissé quand même assez indifférents. Oui, c'est ça. Voilà. On a joué, il fallait pour tester, mais on n'y rejouera pas. Ouais, je suis d'accord. Et on finit cette vidéo sur un jeu qui a été nominé à l'As d'Or. Ce jeu, c'est For a Crown, c'est un jeu familial, très familial, très simple à prendre en main. C'est un jeu extrêmement méchant. Méchant, ouais. Là, c'est par contre, si tu joues avec des gens qui sont très mauvais joueurs. S'ils sont susceptibles, ça va pas bien se passer. Clairement, pour c'est ce qui n'est pas notre cas, donc ça va. Oui, nous ça va. On n'est pas mauvais joueurs, donc ça va. Mais je sais qu'il y a certaines personnes, Marina, pour ne pas la citer, qui ne pourraient pas jouer ce jeu, clairement. Je pense qu'on finit, elle prend la porte, elle s'en va, et elle nous balance le jeu dans la gueule d'abord. Ah oui, voilà. Et elle fait ça avant de partir, bien sûr. Voilà, et ça tombe, elle gagne en plus. Bref. Voilà, For a Crown, c'est un jeu dans lequel on va avoir chacun une petite boîte avec des pièces, des rubis. C'est très mignon. C'est un jeu qui est très satisfaisant, je trouve. Qu'est-ce qui est satisfaisant? Eh bien, déjà la qualité du matos. On a vraiment notre petit coffre personnel. Alors, il y a un plateau de jeu central. Et ce qui est satisfaisant, c'est que je trouve que tout s'emboîte bien
L'ergonomie, ça me plaît. Voilà. Ok. Le côté satisfaisant, bah déjà du graphisme, je trouve ça super chouette. C'est très cool. Je pense que c'est un graphisme qui est bien défini pour plaire à tout le monde. Bah, c'est surtout que c'est un graphisme qui va plaire, je pense, aux familles. Et comme c'est la cible du jeu, bah, ça va tout à fait. C'est un jeu donc, dans lequel on va d'abord aller acheter une carte. Et en fait, l'intérêt du jeu, c'est que quand on va aller acheter sa carte, on va la mettre dans une pochette transparente, ce qui fait que la carte va avoir notre logo dessus, l'emblème de le blason, l'emblème de notre maison. Et cette carte-là, on va la mettre dans une pile face cachée qui est une pile commune. Quand tout le monde a fait sa phase d'achat, on va mélanger ces cartes-là et après on va les révéler une à une. Et quand on a une carte avec notre emblème qui arrive, eh bien on va faire l'effet pour nous. Enfin, c'est nous qui allons décider de l'effet. Si c'est un truc négatif, on décide à qui ça va s'appliquer. Si c'est positif, bien sûr, on l'applique à nous. Et il y a aussi des événements en fait qui vont s'appliquer à tout le monde et qu'on va venir rajouter en fait à la pile au fur et à mesure de la partie. Exact. C'est vraiment un jeu dans lequel il va y avoir une belle interaction autour de la table parce que forcément, comme c'est un jeu très méchant, bah, les gens vont essayer de se défendre, les gens vont essayer de parlementer, les gens vont essayer même de faire des alliances. Voilà. Et tout se joue dans le regard et dans la négoce. Et c'est ça. Et des gens qui vont vous paraître tellement convaincants quand ils vont vous dire que mais ne t'attaque pas à moi, je n'ai plus rien dans mon coffre. Je te promets. Qu'à la fin vous allez voir qui sont les vrais traîtres autour de la table. Mais il n'y a pas que toi, il y avait d'autres personnes aussi. Émilie, on pense à toi. Voilà, exactement, c'est elle que je pensais. Ouais, bah oui, Émilie, Max. Avec Charlie, on a trop kiffé cette partie. Hein. Je pense que eux aussi bien. Beaucoup. Moi, j'ai jamais gagné encore à ce jeu. C'est normal. C'est normal, déjà, je ne sais pas bluffer, donc... Déjà, sur ce principe... On sait quand t'es dans la merde. On le sait, il n'y a pas de suspense. Pas de surprise. Après, moi, personnellement, c'est pas un jeu auquel je vais rejouer 1000 fois. Mais par contre, pour le plaisir de la découverte... De faire découvrir à la famille, je sais que ça va bien fonctionner. C'est un jeu qui t'a invité chez quelqu'un, tu le prends, quoi. Oui, parce que c'est sûr qu'on va tous rigoler, quoi. Et avec des joueurs, ça fonctionne. Et avec des non-joueurs, ça fonctionne aussi, puisque c'est super simple. Donc, on a joué avec ta maman, voilà. Elle a trop adoré. Hein. On est arrivé à la fin de cette vidéo sur nos 10 dernières découvertes. J'espère que ce format vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Si c'est un format que vous voulez revoir de façon récurrente sur la chaîne, parce que mine de rien, c'est quand même un format qui demande pas mal de temps, parce que voilà, il y a quand même les plans des jeux à filmer, etc. Il y a les vidéos foirées aussi, où on a tourné et que ça n'enregistrait pas, par exemple. Yes, mais ça, on ne va pas le dire. Voilà, tout à fait. Donc, si ce format vous a plu et que vous avez envie de le revoir sur la chaîne, et bien surtout, n'hésitez pas à me l'indiquer. J'adore le format, Ouais, ça te dirait encore de participer et même avec d'autres guests. Ah, ok. Oui. D'accord. Oui, bah oui. Tu veux dire toi avec un autre guest ou... Voilà, oui, sans toi. Sans moi. D'accord. Moi et un autre guest. Ok, super. Mike, est-ce que tu joues? N'importe quoi. Okay. Si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes récurrent de la chaîne et que vous vous dites mais comment je peux soutenir encore plus cette chaîne que j'aime tant, eh bien sachez que maintenant il y a des liens affiliés en description de vidéo. Donc il y a un lien vers Philibert et un lien aussi vers la boutique en ligne Ludum. Si vous cliquez sur ce lien et que vous faites des achats, et bien en fait, ça me permet d'avoir une petite commission sur vos achats. Pour vous, ça ne change rien, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer plus cher, c'est juste que c'est un moyen en fait de soutenir la chaîne. Moi, ça me permet de racheter des jeux en fait avec cette commission que j'ai. Donc voilà, tout le monde est gagnant en fait dans cette histoire. Voilà. C'est bien, c'est chouette. Voilà, donc si vous avez envie de soutenir la chaîne de cette façon, et bien sachez que dès à présent, c'est possible. Moi, je vous retrouve, et avec Mickaël peut-être, tout bientôt, dans une prochaine vidéo. Salut!